Bonjour Marie. Bonjour Emeline. Et merci d'être l'invitée de notre rubrique Un café avec. Donc, aujourd'hui, c'est un café avec Marie. Avec grand plaisir. Peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît, Marie? Oui, alors moi je suis chef d'établissement d'une école d'à peu près 220 élèves, maternelle et primaire, et je suis également enseignante en toute petite et petite section. D'accord, très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'accueil en milieu scolaire et notamment en maternelle des enfants qui présentent des difficultés alimentaires. Alors Marie, quels sont les signes, toi, qui t'alertent chez ces enfants en tant qu'enseignante quand le trouble n'a pas été identifié préalablement? Alors en fait, on le voit surtout en maternelle lors des activités sensorielles ou également lors des temps de goûter, de collation ou de restauration scolaire. Alors, nous, on maintient volontairement les temps de collation en maternelle pour tout ce qui va être éveil au goût, diversification alimentaire, parce qu'au-delà du trouble de l'oralité, il y a aussi des enfants qui ont de très mauvaises habitudes alimentaires et ça nous permet de leur proposer des choses qui parfois ne sont pas proposées à la maison. Donc, on le voit, alors moi, pour ma part, je parle de mon expérience en petite section, lors des temps de goûter, donc ce sont des enfants qui vont par exemple jouer avec la nourriture, ne pas porter les aliments à la bouche, émietter parfois la nourriture, les gâteaux, ce qu'on peut donner, jeter parfois aussi. D'autres fois, engloutir. Ça m'arrive aussi d'avoir des enfants qui mettent tout dans la bouche et puis après recrachent. Voilà. Et puis aussi, dans tout ce qui va être manipulation, jeu, etc., on a des enfants qui mettent beaucoup de choses à la bouche, qui mangent leurs vêtements, qui sucent les cordons, des bonnets, les écharpes, etc. Ouais. Et donc, on sait aussi que certaines activités sensorielles peuvent être difficiles pour ces enfants qui ont parfois du mal à toucher certaines textures, certaines matières. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ta manière d'appréhender les difficultés présentées par ces enfants? Est-ce que tu adaptes des activités? Est-ce que tu apportes une aide quand ils ont vraiment des difficultés sensorielles tactiles sur les activités sensorielles? Alors, oui, donc il faut savoir déjà qu'en maternelle, on a 4 ans pour atteindre les objectifs qui sont placés en fin de grande section. Donc, c'est pas comme en primaire où on a vraiment un programme prédéfini. Alors oui, on a une progression sur l'année, mais on laisse vraiment aux enfants le temps de se familiariser avec l'environnement, avec le matériel proposé. Alors, je donne par exemple un exemple, si on est sur une activité d'art plastique, de peinture, alors il faut savoir déjà que ces activités ne sont pas de manière autonome, il y a toujours un adulte à la table, donc on repère vite l'enfant qui, par exemple, je prends l'exemple de la peinture, va avoir peur de mettre ses mains dans la peinture. Alors, on se concentre sur notre objectif. Si l'objectif est de remplir une surface en peinture, que nous avions proposé de le faire à la main, c'est pas hyper important si l'enfant ne remplit pas l'objectif avec ses mains parce qu'il est gêné par l'aspect, par la texture, par la température aussi, la peinture qui est froide, qui est un petit peu visqueuse aussi parfois. Donc, on peut proposer, par exemple, que l'enfant fasse le travail, mais avec un autre outil. On peut aussi proposer de l'accompagner, que l'adulte l'accompagne. On peut aussi proposer un tutorat. Alors, parfois, certains enfants se débloquent quand il y a un petit copain qui l'accompagne, qui l'aide déjà dès la petite section. Moi, j'ai eu le cas cette année. On peut aussi tout simplement proposer qu'il ne fasse pas, mais qu'il observe les autres. Parce qu'à force de voir les autres faire, ça dédramatise parfois certaines situations.
On applique aussi beaucoup un type de pédagogie quand même d'inspiration Montessori. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de matériel qui est en libre accès dans la classe sous forme de petits tiroirs d'autonomie, d'activités qui sont proposées tout au long de la journée sur différents temps. Et là, les enfants vont avoir accès en toute liberté. Donc, ça veut dire que si un enfant, par exemple, est gêné par la pâte à modeler ou par une activité sable ou autre chose, eh bien, il aura accès à d'autres activités qu'il va préférer. Alors, quand on est en atelier dirigé, là, effectivement, l'activité, elle est imposée avec l'accompagnement de l'adulte, mais quand on est en autonomie, les enfants ont le choix entre pas mal de choses, pas mal d'ateliers différents, de matériaux différents, et puis aussi du coup de textures, d'objets, des choses différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, très bien, très bien. Et puis après, on différencie aussi toujours. Évidemment, on part du niveau de l'enfant, de ses besoins particuliers, et puis on l'aide à progresser avec ce qu'il est, ses besoins, ses difficultés, voilà. Donc, on peut tout à fait adapter. Une fois qu'on a vu qu'un enfant avait une difficulté particulière dans un domaine, on fait attention et on est vigilant de ne pas le mettre davantage en difficulté. D'accord. Donc, en fait, on respecte vraiment son rythme, on lui propose, mais on respecte évidemment là où il en est pour le faire progresser. Et puis, parfois, il se débloque tout seul. Ouais. Et si on remarque que l'enfant ne se débloque pas et que c'est un vrai souci, évidemment, on travaille aussi en guidance parentale, en recevant la famille, en discutant, en essayant de voir comment ça se passe à la maison, s'il y a une expérience des fois parfois malheureuse avec une activité qui fait qu'il y a un blocage, ou si vraiment, en posant les questions, c'est assez transversal dans d'autres domaines aussi. Et là, à ce moment-là, on oriente, on guide, on suggère des activités, on essaie un maximum de travailler en partenariat de toute façon avec la famille. Ouais. Et des fois, c'est vraiment intéressant de savoir si l'enfant rencontre aussi le problème à la maison ou pas, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont particulièrement opposants à l'école et finalement, il n'y a pas vraiment de problème. C'est juste d'attendre que l'enfant lâche prise et puis accepte l'activité. D'accord, très bien, super, merci. Alors maintenant, nous allons aborder le sujet un peu délicat de la cantine. En effet, certains enfants présentent de telles difficultés qu'en fait, à la cantine, ils ne mangent presque rien. Alors, quelle piste d'accompagnement, d'adaptation pourrais-tu nous donner aujourd'hui en tant que chef d'établissement ? Et comment vous, dans votre école aussi, vous procédez? Est-ce qu'il y a des PAI systématiques ou pas? Est-ce qu'il y a un accompagnement individualisé possible? Voilà. Comment ça se passe à la cantine pour ces enfants? Alors, tout dépend si l'enfant est diagnostiqué ou pas, déjà. Donc, il y a des enfants on va prendre le cas des enfants qui ne sont pas diagnostiqués. On a des enfants qui ne mangent rien, où c'est très compliqué à la cantine. Alors là, tout dépend aussi, parce qu'une école n'est pas une autre, on n'est pas tous égaux, déjà par rapport au service de cantine. Alors pour ma part, par exemple, c'est un service municipal, donc je n'ai pas ma propre cantine aujourd'hui à l'heure actuelle, donc je suis bien tributaire d'une organisation qui est imposée. Alors, j'ai la chance quand même d'avoir du personnel de droit privé qui emmène mes élèves à la cantine. Alors, je ne suis pas libre de l'organisation sur place, mais en tout cas, je suis libre d'envoyer le personnel que je souhaite pour accompagner les enfants. Donc, tout est dans le travail d'avoir une relation de confiance avec son personnel. C'est pas toujours le cas dans certaines écoles, puisque des fois, c'est des gens qui sont imposés. Voilà, ou qui n'ont tout simplement pas de formation, d'expérience particulière avec les enfants et qui s'en tiennent à de la surveillance pure. Tout dépend aussi de l'effectif de personnel. Je vois pour ma part encore, on est trois adultes en maternelle, alors maintenant 4 puisqu'on a recruté, mais pour une 50aine d'enfants, ce qui rend les choses délicates pour mobiliser un adulte à côté d'un enfant. Donc, quand on nous remonte qu'il y a des difficultés avec un enfant, évidemment, on consulte la famille, on voit ensemble ce qu'on peut faire pour adapter. Parfois, des parents nous disent c'est comme ça, ils ne mangent rien, il y a un régime alimentaire très particulier, donc si on n'a pas de diagnostic de posé, il n'y a pas moyen de faire un PAI.
Ça, c'est pas possible. Alors, si en revanche, il y a un diagnostic de posé, alors plusieurs cas de figure. En général, j'ai envie de dire que les enfants qui ont vraiment un trouble de l'oralité ne mangent pas à la cantine. En tout cas, les petits, puisque les parents ont de l'appréhension de dire il va rien manger, ça va être compliqué. Le repas, c'est un temps qui est douloureux. Donc, voilà, c'est assez délicat en général. Quand ils mangent à la cantine, eh ben, moi, je conseille de faire immédiatement un PAI, de demander aussi une auxiliaire de vie scolaire au niveau de la MDPH. Ce qui rend les choses difficiles, c'est que souvent, les auxiliaires de vie scolaire ne nous sont pas attribués sur la pause méridienne. Donc, comme elles sont en pause, on n'a personne pour les accompagner. Mais le cas échéant, on s'organise pour qu'il y ait au moins dans les accompagnateurs de cantine quelqu'un qui ait une fibre particulière, une relation de confiance assez particulière avec les élèves ou l'enfant concerné. Dans notre école, c'est un petit peu le cas parce que ce sont les auxiliaires maternels qui accompagnent nos élèves. Donc ça, c'est plutôt une chance. C'est des personnes, en règle générale, en qui les enfants ont confiance et qui sont très maternantes, qui ont l'habitude de l'enfant. Alors, dans ces conditions-là, j'essaie de confier la responsabilité, entre guillemets, d'un enfant ou d'avoir vraiment un œil attentif à une personne en particulier qui prend le temps. Alors, par exemple, c'est le cas en maternelle, j'ai un petit enfant qui est très, très peu autonome à la cantine. Si on le laisse tout seul, il ne mange jamais rien. Donc, elles prennent le temps entre deux d'aller lui donner un petit peu, de le stimuler, de l'accompagner, etc. Et puis après, il y a d'autres enfants qui carrément ramènent leur repas. Là, je vais avoir le cas à la rentrée d'un enfant qui va ramener son repas avec un PAI. Donc, la maman proposera des choses qu'il aime. Mais même en proposant des choses qu'il aime, elle me signalait déjà que c'était compliqué. Donc, là, en primaire, c'est pareil. Je vais essayer de demander à une personne d'être particulièrement vigilante avec cet enfant. Mais c'est pas toujours évident parce qu'on est vraiment tributaire du nombre d'enfants, du peu d'accompagnateurs en général, et puis de l'organisation de la cantine qui est juste militaire. Tout est réglé comme du papier à musique. Donc, c'est difficile d'avoir la liberté aussi de prendre plus de temps parce que le service est minuté. Donc, un enfant qui est plus lent, ça pose problème déjà. Puisque au bout d'un moment on lui dit allez dépêche-toi, presse-toi, alors que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et puis voilà, on fait vraiment ce qu'on peut, ce que l'on peut. Mais c'est vrai que au plus tôt l'enfant a un diagnostic, peut avoir un PAI, et au plus tôt on peut saisir la MDPH lors d'une ESS, donc ce sont les réunions qu'on fait quand il y a un besoin éducatif particulier chez un enfant, et au plus on a de chance d'avoir une aide appropriée pour l'enfant en tout cas. Mmh. D'accord. Donc PAI, toi tu as tendance quand même dans l'établissement à privilégier le PAI, même si on peut faire sans, mais alors il faut des moyens effectivement humains pour pouvoir accompagner l'enfant finalement sur les temps de repas. C'est ça. Ouais, il faut quelqu'un, puis c'est difficile parce que c'est aussi quelqu'un que l'enfant connaît en général. La relation de confiance, elle est très importante. Donc le PAI, c'est mieux. De toute façon, moi, si je n'ai pas de PAI, je ne peux pas autoriser que l'enfant ramène son repas. Alors, il faut savoir aussi que quand l'enfant ramène son repas, la famille doit s'acquitter aussi en plus d'un droit de surveillance. Mais quand l'enfant ramène son repas, moi je trouve que c'est toujours mieux parce que très honnêtement, les traiteurs qui travaillent avec la restauration scolaire, alors même si ça s'améliore, on a de plus en plus de circuits courts, de produits frais, mais je vais prendre l'exemple d'un fruit. Quand on donne en primaire une pomme, l'enfant a la pomme. Si l'enfant a besoin qu'elle soit coupée ou qu'elle soit râpée, ou voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les outils à disposition, parce que on n'a pas toujours forcément le temps. Donc c'est vrai que c'est super important ou qu'on soit vraiment prévenu et qu'il y ait un vrai travail de partenariat avec la famille et puis aussi avec l'orthophoniste, parce qu'il faut penser aussi qu'on n'est pas formé aux troubles de l'oralité. Donc moi, à chaque fois, j'ai un enfant par exemple qui est suivi en ortho cette année. À chaque fois que je peux avoir les conseils de l'orthophoniste, j'ai envie de dire, c'est tout bénéfique, quoi, parce que il y a plein de choses que j'ai appris via l'orthophoniste qui suit l'enfant.
D'accord. Bah justement, je voulais te demander effectivement le lien que tu fais avec les orthophonistes pour ces enfants. Donc, tu as commencé à répondre et en quoi ce partenariat avec les orthophonistes te semble-t-il important? Ah bah moi ça me semble pas important, ça me semble fondamental. Donc c'est vrai que il est super important et on demande toujours aux parents, parce que alors déjà l'orthophoniste dans les troubles de l'oralité, c'est pas forcément connu des familles. Faut savoir. J'ai par exemple une petite fille trisomique en moyenne section. Il y a tout un suivi CESAD, tout un accompagnement. Donc là, la famille a été guidée et c'est vrai que cette petite fille travaille au CESAD avec l'orthophonie sans aucun problème. Là, j'ai une famille qui est rentrée cette année. La maman n'a qu'un enfant. Donc, il était né. Elle a très peu de repères parce qu'elle côtoie très peu d'enfants en bas âge dans son entourage. Elle n'avait pas de repères. C'est moi qui ai alerté la maman pour le trouble de l'oralité en disant moi il y a quelque chose qui me chiffonne dans le comportement de votre enfant face à l'alimentation et puis il a aussi des particularités, des troubles sensoriels. Pour elle, c'était normal, c'était pas inquiétant, elle ne savait pas. Et quand je l'orientais sur l'orthophoniste, elle me dit non, il parle correctement, je comprends pas, pourquoi vous me dites d'aller chez l'orthophoniste et c'était pas connu. Donc, j'ai eu le cas cette année. Donc, du coup, moi, je conseille aux parents tout de suite de faire le bilan et puis de nous autoriser à pouvoir entrer en contact avec l'orthophoniste parce que sans trahir de secret professionnel, c'est vrai que l'orthophoniste, elle nous est extrêmement précieuse en termes de conseils, en termes d'adaptation. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de particularités sensorielles qui sont aussi souvent associées. Donc, c'est très important, surtout en maternelle, d'avoir des conseils. Puisque nous, ça ne nous a jamais été expliqué dans le cadre de notre formation et pourtant c'est une difficulté à laquelle on se confronte. Et puis, du coup, on fait des points régulièrement, des entretiens téléphoniques la plupart du temps pour faire le point sur l'évolution de l'enfant, comment ça se gère, comment ça se passe à la maison. Et il m'arrive aussi de faire des points avec la famille, l'orthophoniste, sans pour autant que ce soit une ESS, mais des petites réunions comme ça, des points d'étape pour voir ensemble les progrès de l'enfant, pour que les parents puissent aussi entendre comment ça se passe à l'école, comment ça se passe chez l'ortho. Et puis nous faire part de la manière dont ça se passe à la maison. Donc, parfois, les parents ont peur un petit peu de dire « oui, vous pouvez appeler l'orthophoniste » et nous, ça nous handicape beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Quand on ne peut pas avoir ce retour, c'est vrai que ça nous freine beaucoup dans la progression. D'accord, on sent bien que le lien, évidemment, et je pense que dans l'autre sens aussi, les orthophonistes, d'avoir le retour de ce qui se passe à l'école, dans les activités sensorielles, dans les temps de goûter, de cantine, c'est essentiel pour un bon accompagnement de l'enfant dans le cadre de ses difficultés alimentaires. Ok. Eh bien, merci beaucoup Marie d'avoir accepté d'être avec nous et de nous parler de ces enfants avec difficultés alimentaires à l'école. Vraiment un immense merci, c'était très intéressant. Avec grand plaisir. À bientôt Marie, merci. À bientôt. À bientôt.